Je n'ai jamais dit à mon fils que je gagnais 80 000 € par mois. Sa femme a crié: Dehors, mendiante, nous n'avons pas besoin de toi. Mon fils a jeté mes affaires dehors. Un mois plus tard, j'ai acheté la maison d'en face. Quand il a vu mon nom sur l'acte de propriété, bonjour, chers auditeurs, c'est de nouveau clair. Je suis ravie que vous soyez avec moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à écouter mon histoire jusqu'au bout et faites-moi savoir de quelle ville vous m'écoutez, cela me permettra de savoir jusqu'où mon histoire a voyagé. Mon nom est Marguerite Dubois et j'avais 68 ans lorsque mon fils a jeté ma valise sur le perron comme si c'était un sac de vieux journaux. Mais laissez-moi commencer avant cette nuit. Laissez-moi commencer quand les choses semblaient encore, du moins en surface, être une famille. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à construire quelque chose discrètement. Après le décès de mon mari Henri Paix à son âme, j'avais 51 ans seul dans notre maison à Toulouse, en Occitanie, avec une hypothèque, un jardin, et absolument aucune intention de m'asseoir et de me consumer de chagrin. Henri avait été un homme prudent, un épargnant, et il m'avait laissé une base solide. J'ai construit le reste moi-même. J'ai commencé par une entreprise de revente en ligne meuble vintage, trouvaille de succession choses que les gens jetaient, mais qui avaient encore de la vie. Ensuite, je me suis étendue au conseil numérique pour les petits antiquaires qui n'avaient aucune idée de comment vendre en ligne. À 65 ans, je gagnais près de 80 000 € par mois. Pas par an, par mois. Je n'ai jamais rien dit à personne, ni à mes voisins, ni à mes amis de l'Église, et certainement pas à mon fils David. Je veux être clair sur la raison. Henri disait toujours: L'argent change les gens autour de vous avant de vous changer vous-même. J'avais vu cela arriver à sa sœur lorsqu'elle avait hérité du domaine de leur mère. Je ne voulais pas être regardée différemment. Je ne voulais pas être un portefeuille avec un visage de grand-mère. Alors, je vivais modestement. Je conduisais une voiture modeste de 2017. Je portais des vêtements de supermarché et me faisais plaisir de temps en temps dans une boutique plus chic. Ma maison à Toulouse était payée simple et pleine de plantes. David était mon seul enfant. Nous étions proches, ou je croyais que nous étions proches, jusqu'à ce qu'il épouse Brigitte Leroy il y a 4 ans. Brigitte avait 34 ans, 12 ans de moins que David, et elle avait une façon de se tenir dans une pièce qui suggérait qu'elle calculait toujours la superficie. Elle n'était pas méchante au début, elle était prudente. Il y a une différence. Une personne méchante vous laisse voir ses arêtes. Une personne prudente les garde cachés jusqu'au moment où elle décide que vous n'êtes plus utile. Le premier signe avant-coureur est apparu 6 mois après leur mariage à Noël. J'avais conduit jusqu'à leur maison à Lyon, une belle maison de caractère, que David avait achetée avant Brigitte. Dieu merci. Et j'ai remarqué que la photo de Henri et moi de la remise des diplômes de David à l'université avait été déplacée de la cheminée du salon à une étagère de placard. Quand j'ai demandé à David à ce sujet, il a dit que Brigitte réaménageait l'esthétique. J'ai souri et j'ai aidé avec la sauce aux érelles. Le deuxième signe avant-coureur est arrivé à Pâques suivante. Brigitte a fait un commentaire au dîner légèrement, avec un rire comme les gens disent des choses qu'ils pensent sur la difficulté de vivre seul avec un revenu fixe. Je sirotais mon thé glacé. Je n'ai rien dit. Revenu fixe. Je gérais 4 sources de revenus à l'époque. Le troisième signe avant-coureur est arrivé lorsque David m'a appelé en octobre et a suggéré gentiment, prudemment, comme Brigitte lui avait appris à être gentil et prudent, que j'envisage de vendre ma maison de Toulouse et d'emménager avec eux. Ils avaient une chambre d'amis. Ce serait plus facile pour tout le monde. J'aurais dû entendre le mot « plus facile » et demander « plus facile pour qui ?» Mais j'étais seule. C'est la vérité dont je n'ai pas honte. Henri était parti depuis 17 ans et les soirées étaient longues.
Et David était mon fils, mon garçon, l'enfant que j'avais élevé seul, après la première crise cardiaque de Henri, qui l'avait laissé à moitié présent pendant des années. J'ai dit oui. J'ai déménagé à Lyon en janvier. J'ai apporté mes plantes, mon ordinateur portable, mes disques durs externes. Toute mon entreprise vivait sur ces disques, et 2 boîtes d'affaires de Henry dont je ne pouvais pas me séparer. Je ne payais pas de loyer. J'ai proposé à plusieurs reprises. David a dit que ce n'était pas nécessaire. Brigitte n'a rien dit, ce que j'ai compris plus tard était sa langue la plus forte. Les 3 premières semaines furent assez agréables. Puis l'agrément s'est estompé. Brigitte a commencé à faire des commentaires sur mon emploi du temps. Je travaillais tôt le matin, de 4 heures à 8 heures, avant que la maison ne se réveille. Elle a dit que le bruit du clavier portait. J'ai acheté un clavier plus silencieux. Elle a dit que la lumière de mon ordinateur portable la dérangeait quand elle passait dans le couloir. J'ai commencé à travailler la porte fermée. Elle a dit qu'elle m'entendait pendant mes appels. J'ai commencé à utiliser des écouteurs et à chuchoter. Je me recroquevillais, je le sentais. Et pourtant, je me suis dit, elle s'adapte, c'est nouveau pour tout le monde. David t'aime, donne-lui du temps. Puis vint le soir du 14 mars. J'étais en communication avec un client à Londres. Cela a duré plus longtemps que prévu, 20 minutes de plus. Quand je suis sortie de la chambre d'amis, Brigitte se tenait dans le couloir, les bras croisés. David était derrière elle, et j'ai remarqué qu'il ne me regardait pas. Marguerite, a dit Brigitte. Elle ne m'a jamais appelée maman, pas une seule fois. Nous devons parler des limites. J'ai dit bien sûr, et je les ai suivies jusqu'à la cuisine. Ce qui s'est passé ensuite a duré 11 minutes. Je les ai comptées plus tard, allongées, éveillées, parce que c'est ce que l'on fait quand l'esprit a besoin de mesurer une blessure. Brigitte a parlé de la façon dont cet arrangement ne fonctionnait pas. Comment j'étais toujours dans les pattes, comment la chambre d'amis était en fait destinée à être un bureau pour son entreprise de bougies en pleine croissance. Comment ils avaient été plus que généreux. Et puis elle a dit la chose, celle du titre de l'histoire. La chose que je n'oublierai jamais de ma vie. Vous êtes une pauvre femme qui vit de notre hospitalité. Nous n'avons pas besoin d'une vieille dame sans le sou qui prend de la place dans notre maison. Faites vos valises. J'ai regardé mon fils. David a regardé le sol de la cuisine, puis il est allé dans la chambre d'amis et je l'ai entendu tirer ma valise de sous le lit. Je suis restée dans cette cuisine, exactement le temps qu'il m'a fallu pour décider que je ne pleurerais pas devant Brigitte Leroy. C'était la seule décision que j'ai prise durant ces 60 premières secondes. Tout le reste, le chagrin, l'incrédulité, la douleur spécifique de voir mon fils refuser de me regarder dans les yeux, je l'ai plié et mis quelque part derrière mon sternum. Comme on presse une lettre dans une enveloppe quand on n'est pas encore prêt à l'envoyer. David a posé ma valise près de la porte d'entrée. Puis il est retourné chercher mon sac d'ordinateur portable. Puis les 2 boîtes des affaires de Henri. Il les a empilées soigneusement sur le perron, ce qui a, en quelque sorte, rendu la situation pire. La netteté de l'ensemble. Le soin qu'il a pris à arranger toute ma vie en un tas d'1,20 m sur du bois peint. Il faisait 5 degrés Celsius dehors. Je le sais parce que j'ai vérifié mon téléphone en restant là, car mon esprit faisait ce qu'il fait toujours sous pression, collecter des données. Brigitte ne nous avait pas suivis jusqu'à la porte. Elle était déjà de retour dans la cuisine. Je l'entendais remplir la bouilloire. Maman, a dit David. Il ne me regardait toujours pas. Je suis désolée. C'est juste, ça ne fonctionne pas. Vous l'avez déjà dit, ai-je répondu. Tu peux m'appeler quand tu seras installé. J'ai pris mon sac d'ordinateur portable. J'ai soulevé la poignée de la valise. J'ai regardé mon fils, cet homme que j'avais conduit à chaque entraînement de football, à chaque rendez-vous chez l'orthodontiste que j'avais tenu à 2 heures du matin, lorsque le cœur d'Henri avait lâché la première fois et que David avait 16 ans et était terrifié. Et j'ai dit très doucement, je le ferai. Puis je suis allée à ma voiture et j'ai conduit.
J'ai conduit pendant 20 minutes sans savoir où j'allais, ce qui n'est pas mon genre. Je suis une femme qui a eu une destination pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Mais cette nuit-là, Lyon défilait devant mes fenêtres comme une ville où je n'avais jamais été. Toute rue mouillée et lumière jaune. Et j'ai juste conduit jusqu'à me retrouver sur le parking d'un Courtyard by Marriott, près du quartier de la Part-Dieu. Je me suis enregistrée pour 3 nuits. J'ai payé en espèces avec l'enveloppe d'urgence que je gardais dans mon sac d'ordinateur portable. Une habitude de Henri que j'avais adoptée. Je suis allée dans ma chambre. Je me suis assise au bord du lit et je me suis accordé exactement 45 minutes pour tout ressentir. J'ai pleuré pour Henri d'abord. Je le fais toujours dans les pires moments parce qu'il aurait su quoi dire et comment le dire, et exactement quand poser sa main sur la mienne. Puis j'ai pleuré pour David. Pas l'homme qui avait empilé mes cartons sur un perron à 5 degrés Celsius, mais le garçon que j'avais élevé, que je n'étais plus sûre de reconnaître. Puis j'ai pleuré pour moi brièvement et pratiquement, parce que je n'ai jamais considéré l'apitoiement comme une activité utile à long terme. À la 46e minute, je me suis lavé le visage. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé un nouveau document. Je l'ai intitulé Qu'est-ce qui est vrai? C'est quelque chose que j'ai appris en affaires et dans le deuil. Quand tout semble chaotique, établissez les faits. Alors, je les ai écrits. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai 68 ans, je suis en bonne santé, je n'ai pas d'hypothèque. Mon entreprise a généré 79 400 € le mois dernier. J'ai 2,3 millions d'euros en épargne et en placement. Une femme qui ne m'a jamais posé la moindre question sur ma vie m'a dit que j'étais un fardeau. Mon fils ne m'a pas défendu. Je l'ai relu 2 fois. Puis j'ai écrit une ligne de plus. Ce qui est aussi vrai, je n'ai pas à accepter cela comme la fin de quoi que ce soit. J'ai passé les 3 jours suivants dans cette chambre d'hôtel à faire 2 choses simultanément: pleurer et planifier. Je les ai laissés fonctionner en parallèle. Le matin, je traitais les emails des clients. Les factures, une nouvelle annonce de produit pour un secrétaire victorien que j'avais trouvé en octobre. L'après-midi, je passais des appels. J'ai trouvé un appartement meublé dans le quartier des Brotteaux, à 3 kilomètres de la maison de David et Brigitte, disponible de mois en mois. J'ai signé le bail le 3e jour. C'était un bon appartement. Haut plafond parquet d'origine, une fenêtre de cuisine donnant sur un érable. J'ai payé 6 mois à l'avance, ce qui a rendu le propriétaire visiblement soulagé et complètement désintéressé de poser des questions. J'ai emménagé avec ma valise mon ordinateur portable, mes disques durs et les boîtes de Henri. J'ai acheté des courses. J'ai acheté une nouvelle plante, un pothos, car ils survivent à tout, et je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Et puis je me suis assise dans mon nouveau salon sur un canapé loué, et je me suis permis de penser, pas de ressentir, de penser. Voici ce à quoi j'ai pensé le visage de Brigitte quand elle a dit «Vieille dame sans le sou». La satisfaction spécifique qu'il y avait dedans. La façon dont elle l'avait dit, comme si elle rendait un verdict qu'elle avait préparé bien à l'avance. Et j'ai pensé au silence de David, qui était sa propre sorte de verdict. Ils avaient décidé qui j'étais. Ils avaient construit une version de moi petite dépendante, un cas de charité dans leur maison de caractère, et ils avaient expulsé cette version. Le problème pour eux, c'est que la version qu'ils avaient construite n'avait rien à voir avec qui j'étais réellement. Et cela m'a donné une idée très spécifique, très délibérée. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allée sur un site immobilier. J'ai tapé l'adresse de David et Brigitte Allée des Platanes Lyon et j'ai regardé ce qui était disponible dans leur quartier. Il y avait une annonce qui a arrêté mon défilement. Directement en face de leur maison de caractère, je pouvais le voir sur les photos de l'annonce, leur porte d'entrée bleue, visible en arrière-plan, se trouvait un bungalow de 3 chambres gris avec des boiseries blanches, un porche couvert, un grand érable dans la cour, avant affiché à 687 000 €, disponible immédiatement vacant, le vendeur motivé.
J'ai regardé cette annonce longtemps, puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma conseillère financière, Brigitte Noyer. Brigitte, j'ai dit, j'ai besoin de parler d'un achat immobilier. Bien sûr, a-t-elle dit. Propriété d'investissement, résidence personnelle, j'ai dit. Et je lui ai donné l'adresse de l'allée des Platanes. Brigitte Noyer était ma conseillère financière depuis 11 ans et elle avait appris pendant ce temps à ne pas me demander pourquoi je voulais quelque chose, seulement si les chiffres fonctionnaient. Donnez-moi 24 heures, a-t-elle dit. Je vais vérifier les comparables et votre position de liquidité. Je connais déjà ma position de liquidité, ai-je dit. J'ai besoin que vous confirmiez que l'achat ne créera aucune complication fiscale si j'utilise le compte d'investissement. Elle a fait une pause. Marguerite, c'est un retrait important. Je sais ce que c'est, Brigitte. Une autre pause. Alors, j'aurai tout prêt pour demain matin. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Puis j'ai appelé une avocate immobilière nommée Patricia Duval, que j'avais trouvée grâce à l'annuaire du barreau de Lyon. J'avais rencontré Patricia une fois brièvement, lors d'un événement de la Chambre de commerce 3 ans plus tôt, lorsque je cherchais à établir Lyon comme base possible pour mon entreprise. Elle était précise et posée. Ce sont les 2 qualités que j'exige le plus d'un avocat. J'ai expliqué la situation dans les grandes lignes. Je souhaitais acheter une propriété spécifique. J'avais l'intention de payer en espèces et j'avais besoin que la transaction soit traitée avec une confidentialité totale concernant l'identité de l'acheteur jusqu'à la clôture. Ce n'est pas inhabituel pour les achats en espèces, a dit Patricia. Nous pouvons utiliser une fiducie ou une SARL comme entité acheteuse. Une fiducie, ai-je dit, la fiducie familiale Henri Dubois. J'avais établi cette fiducie 8 ans auparavant à des fins de planification successorale. Le nom d'Henri dessus me procurait toujours une sorte de réconfort particulier, comme s'il continuait à contresigner mes décisions d'où qu'il soit allé. Patricia a dit qu'elle commencerait les démarches. J'ai demandé à quelle vitesse nous pourrions passer à la clôture si le vendeur était motivé. Argent comptant pas de conditions, vendeur motivé. 3 semaines, peut-être 2. Faites-en 2, ai-je dit. Les jours suivants, j'ai agi discrètement. J'ai passé 2 fois devant l'allée des Platanes, non pas devant le bungalow gris, mais par l'allée parallèle pour regarder la propriété sous différents angles. Les fondations étaient excellentes. Le toit semblait plus récent. Le jardin arrière était envahi par la végétation, mais avait du potentiel. Il y avait un garage détaché qui, j'ai noté, pourrait servir d'espace de travail. L'agent immobilier était anonyme. Ce jeune nommé, énormément météo, qui semblait réellement perplexe qu'un acheteur au comptant se soit matérialisé dans les 48 heures, suivant la mise en ligne de l'annonce. Je l'ai laissé perplexe. J'ai posé des questions pratiques. Âge du système de chauffage et de climatisation. Antécédents de problèmes de fondation. Statut de l'association de quartier. Pas d'association de quartier. Bien. Je ne suis pas passée devant la porte d'entrée bleue de David et Brigitte. Je n'en avais pas besoin. J'avais les photos de l'annonce et dans l'une d'elles, le plan large de l'extérieur du bungalow pris depuis la rue, je pouvais voir clairement leur Porsche, les 2 fauteuils à bascule qu'ils y gardaient. La fougère suspendue dont Brigitte était si fière. La fougère semblait en bonne santé. Pas pour très longtemps, je le soupçonnais. Mais ce n'était pas quelque chose à quoi je pensais beaucoup. C'est au cours de la 2e semaine de ce processus, alors que Patricia finalisait l'accord d'achat et que Brigitte avait confirmé le transfert de capital, que j'ai reçu l'information qui a tout changé, passant d'une question de dignité à une question de preuve. J'avais une amie, Carole Simon, 71 ans, une institutrice à la retraite, qui avait vécu à 3 maisons de David et Brigitte pendant 6 ans. Carole et moi nous étions rencontrés à la pendaison de crémaillère de David, avant que Brigitte n'ait pleinement consolidé sa position, et nous étions restés en contact, un café mensuel, quand je visitais Lyon,
des SMS occasionnels. Carole m'a appelé un jeudi soir. Marguerite, a-t-elle dit sans préambule. Je ne sais pas si je devrais te dire ça. Dis-moi, ai-je dit. Carole avait assisté à un club de lecture de quartier 2 soirs plus tôt. Brigitte n'y avait pas participé. Brigitte n'y participait jamais, mais une femme nommée Sandra, qui habitait à côté de David, et Brigitte y était. Et Sandra, apparemment desserrée par 2 verres de chardonnay, avait mentionné quelque chose qu'elle pensait être de notoriété publique. Brigitte planifiait le départ de Marguerite depuis octobre. Pas depuis la conversation sur les limites dans le couloir, mais depuis octobre 4 mois avant que cela ne se produise. 4 mois avant que j'arrive avec mes plantes, mon ordinateur portable et les boîtes d'Henri. Sandra l'avait entendu directement de Brigitte elle-même lors d'une conversation dans le jardin par-dessus la clôture en novembre. Brigitte avait dit à Sandra que la situation de la mère de David serait résolue au printemps. Elle avait décrit la chambre d'amis comme déjà réservée, son entreprise de bougies, le bureau à domicile, le plan qu'elle avait exposé à David. Elle avait dit, et Sandra l'avait cité avec soin, parce qu'elle l'avait trouvé frappant à l'époque. Elle n'aura pas le choix. Elle a vendu sa maison. Où va-t-elle aller? Je suis restée très immobile sur mon canapé loué. J'avais vendu ma maison de Toulouse en décembre 3 mois après que Brigitte ait fait ce calcul. Je l'avais vendue parce que David m'avait convaincu progressivement au cours de plusieurs conversations que je n'en aurais plus besoin, que Lyon était ma maison maintenant qu'il me voulait là. Ces conversations avaient commencé en septembre, 1 mois, avant que Brigitte ne dise à Sandra que la situation serait résolue au printemps. Je comprenais maintenant. L'invitation n'avait pas été une invitation. Ça avait été une manœuvre. Faire vendre sa maison à la vieille femme, éliminer sa porte de sortie, puis la faire partir selon un calendrier de notre choix. J'ai demandé à Carole si Sandra accepterait d'écrire ce qu'elle avait entendu et de le signer. Je pense que oui, a dit Carole doucement. Elle s'est sentie horrible quand elle a découvert ce qui t'était arrivé. Elle ne savait pas que cela avait déjà été exécuté. Peux-tu lui demander pour moi? Oui, a dit Carole. Marguerite, ça va. J'ai regardé le poteau sur le rebord de ma fenêtre de cuisine. Il avait fait 2 nouvelles feuilles depuis que je l'avais ramené à la maison. Je vais mieux que bien, ai-je dit. Je suis informée. 2 jours plus tard, j'avais une déclaration signée datée et notariée de Sandra Dubois, 47 ans, de l'allée des Platanes Lyon, attestant de la conversation qu'elle avait entendue entre Brigitte Ellis et elle-même en novembre concernant le départ planifié de Marguerite Dubois du domicile familial. Patricia l'a ajouté au dossier qu'elle constituait. Et un mardi matin grisâtre de début avril, j'ai signé les documents de clôture pour l'acquisition par la fiducie familiale Henri Dubois du 14 allée des Platanes Lyon, la propriété directement en face de la porte d'entrée bleue de mon fils. Je me suis rendue à la clôture, j'ai tout signé. J'ai accepté les clés de Théo, qui semblait encore légèrement perplexe. J'ai conduit jusqu'à la propriété, déverrouillé la porte d'entrée, traversé les pièces vides qui sentaient le vieux bois et la possibilité. Je me suis tenue à la fenêtre du salon et j'ai regardé de l'autre côté de la rue. Je pouvais voir leurs porches, les fauteuils à bascule, la fougère suspendue. J'ai pensé, David, quand tu verras mon nom sur cette boîte aux lettres, je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une femme que tu as sous-estimée qui te montre le coût de cette erreur. Puis je suis allée mesurer les fenêtres pour les rideaux. Je n'ai pas précipité le déménagement. J'avais appris en 68 ans que les meilleures actions sont celles exécutées sans urgence, car l'urgence rend négligent et la négligence donne aux autres un avantage. J'ai engagé une petite entreprise de déménagement, 2 jeunes hommes, nommés Julien et Marc, qui travaillaient efficacement et ne posaient pas de questions personnelles. Et au cours d'un seul samedi, ma vie a migré de l'appartement des Brotteaux au 14 allée des Platanes. J'avais acheté plusieurs meubles au cours des semaines intermédiaires. Un vrai lit, un fauteuil de lecture, un bureau pour mon poste de travail.
Une table de cuisine avec 4 chaises que je n'utiliserais probablement que pour moi-même, mais que je voulais quand même, car une table avec 4 chaises dit quelque chose de différent d'une vie qu'une table avec une seule. J'avais aussi acheté de nouveaux rideaux en lin couleur crème pour les fenêtres du salon qui donnent sur la rue. Je n'ai pas ouvert ces rideaux le jour du déménagement. Je n'étais pas encore prête pour cela. La découverte s'est produite le dimanche matin, 30 et 1 heure après le départ du camion de déménagement. J'étais dans la cuisine à faire du café quand j'ai entendu une portière de voiture se fermer d'une manière qui avait une signification. Pas le bruit anodin d'un voisin partant à l'église, mais le claquement sec et déclaratif de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qui lui a fait oublier d'être prudent. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour latérale et n'ai rien vu. Puis j'ai entendu des pas sur mon porche. Le coup à la porte était fort, le genre qui n'est qu'à peine pas un coup de poing. J'ai pris mon café avec moi jusqu'à la porte. Je portais mon bon cardigan bleu marine, celui avec les boutons en laiton, car je m'étais habillée correctement ce matin-là, comme je le fais toujours. Une autre des leçons d'Henri, la façon dont on s'habille, vous dit quel genre de journée vous allez passer. J'ai ouvert la porte. David et Brigitte se tenaient sur mon porche. David ressemblait à un homme qui venait de découvrir que le sol n'était pas là où il pensait qu'il était. Son visage faisait 3 choses, à la fois confusion, quelque chose de presque semblable à de la peur, et en dessous remontant de la colère. Le visage de Brigitte ne faisait qu'une seule chose. Son visage faisait ce qu'il faisait toujours calculer. Maman, a dit David. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis qu'il avait porté mes cartons sur un perron à 5 degrés Celsius. David, ai-je dit. Brigitte. Je ne leur ai pas offert de sourire. Je ne leur ai rien offert. J'ai tenu mon café à 2 mains et j'ai attendu. Qu'est-ce que c'est que ça? A dit Brigitte. Sa voix était contrôlée, mais à peine. Que faites-vous? J'habite ici, ai-je dit. Vous avez acheté cette maison, a dit David. La fiducie familiale Henri Dubois l'a fait. Oui. Une pause. Les yeux de Brigitte sont passés de mon visage à l'intérieur de la maison, derrière moi, cataloguant, évaluant, additionnant ce qu'elle voyait et ce que cela signifiait. Je l'ai regardé faire. C'est... c'est fou, a-t-elle dit. Puis le contrôle a légèrement glissé, et ce qui est apparu n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus proche de la panique déguisée en colère. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas simplement déménager de l'autre côté de la rue. Je n'ai connaissance d'aucune ordonnance qui l'interdise, ai-je dit. Et vous? David s'est avancé. Maman, ce n'est pas... Vous essayez de prouver quelque chose. Je comprends, mais c'est trop. Vous devez réfléchir à ce que vous faites. J'y ai réfléchi très attentivement, ai-je dit, pendant plusieurs semaines. Nous voulons que vous la vendiez, a dit Brigitte. Nous vous aiderons à trouver quelque chose quelque part à Lyon. Quelque chose de confortable, mais pas... Elle a fait un geste vers la rue, vers les 12 mètres, entre mon porche et sa porte d'entrée bleue. Pas ici. Non merci, ai-je dit. Le sang-froid de Brigitte l'a finalement quitté. Il n'est pas parti progressivement. Il est parti d'un coup comme un système météorologique qui se brise. Vous faites ça pour nous punir, a-t-elle dit la voix s'élevant. Vous êtes une vieille femme vindicative, et vous faites ça. Vous faites ça pour nous rendre la vie misérable, et je ne le permettrai pas. Vous m'entendez, je ne le permettrai pas. Brigitte, a dit David doucement, mais non pas pour l'arrêter, pour la prévenir, ce qui m'a dit qu'il voyait ce que je voyais, qu'elle avait perdu son public. Vous n'avez pas d'amis ici, a continué Brigitte. Vous n'avez pas de communauté ici. Personne dans cette rue ne veut d'une vieille femme amère assise à sa fenêtre à surveiller leur maison. Vous serez misérable et seul. Et quand vous reviendrez à la raison... Brigitte. Cette fois, la voix de David avait plus de fermeté. Elle s'est arrêtée.
Elle respirait difficilement. J'ai regardé mon fils. J'ai dit: j'ai un document signé et notarié d'un voisin de cette rue attestant d'une conversation dans laquelle votre femme a déclaré que mon départ de votre maison était prévu 4 mois avant qu'il ne se produise. Pendant la même période où vous m'encouragiez à vendre ma maison de Toulouse, j'ai partagé ce document avec mon avocate. Il se trouve dans un dossier. Je veux que vous sachiez qu'il existe. Le porche s'est devenu très silencieux. Le visage de David a alors fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est fissuré non pas de rage, mais de quelque chose qui ressemblait brièvement à de la honte. Brigitte me fixait. Le calcul était de retour dans ses yeux, mais il fonctionnait plus lentement maintenant. Quelque chose avait bloqué le mécanisme. Vous avez 2 choix, ai-je dit. Vous pouvez quitter mon Porsche, et nous pouvons être voisins, ce qui n'exigera de vous rien d'autre qu'un comportement civil de base. Ou vous pouvez continuer cette conversation dans une direction que je vous promets que vous trouverez beaucoup plus inconfortable. Que voulez-vous faire? Ils sont partis. J'ai fermé ma porte. Je suis retournée à la cuisine, j'ai vidé le café qui avait refroidi, et je suis restée un long moment devant l'évier, les 2 mains serrant le bord du comptoir. Mon cœur battait plus vite que je n'aurais voulu. J'avais 68 ans, et je venais de faire face à mon fils et à la femme qui avait orchestré mon absence de logement, et je l'avais fait proprement. Mais le corps ne connaît pas toujours la différence entre gagner et être en danger. Mes mains tremblaient légèrement. J'ai permis cela. J'ai passé les 4 jours suivants à ne presque rien faire. J'ai planté le jardin arrière des bulbes, des vivaces précoces, quelques herbes, le long de la clôture. J'ai lu 3 romans. J'ai regardé l'érable de ma cour avant changer de lumière au fil de la journée. J'ai fait le minimum nécessaire pour mon entreprise et j'ai laissé mes clients s'auto-répondre pour le reste. Je ne me cachais pas, je me ressourçais. Il y a une différence cruciale. Le 5e jour après la confrontation sur le porche, un panier est apparu sur mon seuil. C'était un beau panier, en osier doublé de Vichy rempli d'articles artisanaux, un pot de miel local, 2 bougies en verre ambré, un paquet de thé spécial, une petite carte de l'écriture de Brigitte qui disait «Les voisins peuvent aussi prendre un nouveau départ. B.» J'ai regardé le panier pendant un long moment. Puis je l'ai photographié carte et tout, et j'ai envoyé l'image à Patricia Duval avec une note pour le dossier. J'ai ramené le panier à l'intérieur parce que le miel était de bonne qualité et je ne voyais aucune raison de le gaspiller. Mais je n'ai pas répondu à la carte. 2 jours après le panier, David a appelé. J'ai laissé sonner. Puis j'ai écouté le message vocal parce que je devais savoir sur quel registre il opérait. Sa voix était prudente, apologétique en texture, mais pas tout à fait apologétique en contenu. La différence entre une personne qui est désolée et une personne qui joue la tristesse dans l'espoir d'un résultat spécifique. Maman, a-t-il dit, j'ai beaucoup réfléchi. Je veux que tu saches que je t'entends. Je sais que les choses ont dégénéré. Brigitte et moi avons parlé et nous pensons que peut-être nous avons tous commencé du mauvais pied. Pouvons-nous essayer d'aller de l'avant? Je t'aime. Rappelle-moi. Commencer du mauvais pied, comme s'il m'avait marché sur le pied à une fête. Comme si je n'avais pas été manœuvrée hors de ma maison et de ma stabilité avec des mois de planification délibérée. Comme si le document notarié n'existait pas. Je n'ai pas rappelé. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Ce que j'ai fait à la place, c'est frapper à la porte de Carole Simon. Carole habitait au numéro 8 de l'allée des Platanes, à 3 maisons de David et à 2 maisons de la mienne. Elle a ouvert la porte vêtue d'un tablier saupoudré de farine et s'est immédiatement écartée pour me laisser entrer. C'est le genre de personne qu'est Carole. Elle n'attend pas de décider si elle est contente de vous voir. Elle est déjà contente avant que vous ayez fini de frapper. Nous nous sommes assises dans sa cuisine, qui sentait la pâtisserie et le vieux bois et la chaleur particulière d'une maison qui a été véritablement habitée. Elle a fait du thé sans demander si j'en voulais.
Elle a posé une assiette de sablé. Je lui ai tout raconté, pas les détails financiers, je suis toujours une femme discrète, mais tout sur le panier et le message vocal, et la déclaration signée, et la maison. Carole a écouté sans interrompre, ce qui est aussi rare, et mérite d'être noté. Quand j'ai eu fini, elle a posé sa tasse de thé et a dit: Tu sais ce que tu as fait? Tu t'es nommé dans cette rue et les noms comptent. Que voulez-vous dire? Je veux dire, Brigitte a été celle qui t'a défini dans ce pâté de maison avant même que tu n'emménages avec eux. Elle a dit aux gens que tu étais la mère âgée de David, qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Elle l'a fait gentiment, Marguerite. Elle est douée pour la gentillesse comme outil, mais elle t'a défini. Et maintenant, tu es apparue de l'autre côté de la rue dans ta propre maison, avec des boutons en laiton sur ton cardigan, et tu te définis toi-même. Et ça l'effraie. J'y ai réfléchi. Carole m'a présenté à 3 autres voisins, au cours de la semaine suivante, organiquement, par des promenades et des conversations dans la cour avant, et une invitation spontanée à un repas partage du dimanche, auquel 6 foyers du quartier ont participé. Il y avait Sandra, bien sûr, qui m'a accueillie avec la chaleur particulière de quelqu'un qui est soulagé de vous voir bien. Il y avait Jean, 64 ans, un ingénieur à la retraite, qui habitait au coin et semblait discrètement ravi de toute personne ayant des opinions fortes et une bonne poignée de main. Il y avait Marie, 48 ans, qui tenait une crèche chez elle et observait tout dans la rue avec une attention calme et exhaustive que j'ai immédiatement respectée. Je n'ai pas parlé directement de David et Brigitte. Je n'en avais pas besoin. J'étais simplement présente. J'étais une voisine. Je suis allée au repas partage. J'ai apporté un gâteau au citron. J'ai plus écouté que parlé. Et j'ai laissé la rue se forger sa propre opinion de moi, indépendamment de celle que Brigitte avait préchargée. C'est à ce repas partage que Jean a dit de la manière dont les gens disent des choses à la fois décontractées et délibérées. Ravi de vous rencontrer enfin correctement, Marguerite. David disait que vous alliez bien. Vous avez l'air d'aller très bien. Qu'est-ce que David disait que j'étais? Ai-je demandé agréablement. John a jeté un coup d'œil vers le numéro 11, la maison de David, puis est revenu vers moi. En difficulté, a-t-il dit. Il a mentionné que vous aviez eu des difficultés financières. J'ai souri. J'ai pris une petite gorgée de ma limonade. Comme c'est intéressant, ai-je dit. Et je n'ai rien dit d'autre à ce sujet, parce que je n'en avais pas besoin. La maison d'en face disait tout. Je pouvais voir à l'expression de Jean qu'il révisait déjà ces informations reçues. Plus tard, ce soir-là, je me suis assise sur mon porche couvert, alors que la rue se calmait pour la nuit. L'érable faisait quelque chose de beau avec la dernière lumière. Je pouvais voir la fenêtre du salon de David et Brigitte, éclairée de l'intérieur, leurs formes bougeant occasionnellement derrière le verre dépoli. Je ne les regardais pas avec malice, je veux que ce soit clair. Je les regardais comme on regarde la météo, non pas pour la contrôler, mais pour la comprendre. Le panier avait été la première tentative de Brigitte, le message vocal de David. Aucun n'avait abouti. Il réessayerait. Les gens qui ont agi par contrôle s'arrêtent rarement net lorsque le premier effort échoue. Ils se recalibrent. J'étais prête à être recalibrée contre. En fait, je comptais dessus. Ils sont venus un samedi matin, 3 semaines après le panier. Je les attendais non pas ce samedi-là en particulier, mais dans cette période générale. Brigitte avait un rythme dans ses stratégies. Sander se retirer, recalibrer, avancer. C'était le rythme de quelqu'un qui était habitué à gagner par l'usure. J'avais cartographié cela au cours des mois passés dans leur maison, les petites escalades et les retraits. La façon dont elles poussaient jusqu'à ce que vous fléchissiez, puis poussaient à nouveau dans l'espace, nouvellement adouci. Je les ai vus traverser la rue depuis ma fenêtre de cuisine. J'ai eu le temps de poser mon café, de lisser mon cardigan le même bleu marine délibérément, et d'atteindre la porte avant qu'il ne frappait. David portait des fleurs des dahlias rose pâle, d'après ce que je pouvais dire enveloppées dans du papier craft. Brigitte
portait un sac en papier de la boulangerie française de la rue de la République, celle qui est chère. Il s'était préparé. Maman, a dit David quand j'ai ouvert la porte. Son sourire était celui que je reconnaissais de son enfance, celui qu'il déployait quand il avait cassé quelque chose et espérait que l'espoir ferait le travail de la responsabilité. Pouvons-nous entrer? J'y ai réfléchi. J'aurais pu dire non. Patricia aurait probablement préféré que je dise non. Mais j'avais appris quelque chose d'important en 68 ans de gestion des personnes. La chose la plus révélatrice qu'une personne fait est ce qu'elle fait lorsque vous lui donnez une ouverture. Alors j'ai dit oui, et je me suis reculée de la porte. Nous nous sommes assis dans mon salon, qui à ce moment-là avait pris son véritable caractère. Le fauteuil de lecture, la photographie encadrée d'Henri et moi de notre voyage sur la côte atlantique en 2003, les deux bonnes lampes qui éclairaient là. La pièce d'une lumière chaude. J'ai vu Brigitte observer la pièce en s'asseyant. J'ai vu le micro-ajustement sur son visage, la recalibration, alors qu'elle réalisait que ce n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Ce n'était pas la pièce d'une femme en difficulté. Nous avons beaucoup réfléchi, a commencé David. Il était assis, penché en avant sur le canapé, les fleurs sur ses genoux. Brigitte était à côté de lui, le sac de la boulangerie sur ses genoux, sa posture ouverte et douce. Elle avait pratiqué cette posture. Je pouvais voir sa pratique dedans. À propos de tout, de la façon dont les choses se sont passées. Et nous voulons recommencer, a dit David. Nous voulons être... Nous voulons que les choses aillent bien entre nous. Nous sommes une famille. Il a tendu les dahlias. Je les ai regardés. Je ne les ai pas pris. David, ai-je dit, j'aimerais croire cela. À quoi ressemble recommencer spécifiquement dans votre esprit? Il a jeté un coup d'œil à Brigitte. Le coup d'œil était petit et rapide, mais j'avais 40 ans de lecture du visage de mon fils, et il m'a dit clairement. C'est elle qui a écrit la réponse. Cela ressemble à tout le monde qui avance, a dit Brigitte. Sa voix était chaleureuse. C'était remarquable, la chaleur. Pas fabriquée exactement, mais appliquée comme on applique une couche de peinture sur une surface. Ne pas s'accrocher au passé. Ne pas... Ses yeux ont brièvement parcouru la pièce, se fixant sur la fenêtre qui faisait face à leur maison. Ne pas faire des choix conçus pour créer de l'inconfort pour les autres. J'ai choisi une maison que j'aimais, ai-je dit, dans un quartier que je connaissais déjà. Qu'y a-t-il de dérangeant là-dedans? La chaleur de Brigitte s'est légèrement ajustée. Marguerite, je pense que nous savons toutes les deux que vivre directement en face de votre fils, avec qui vous êtes brouillés, et de sa femme, n'est pas un choix neutre. Je ne suis pas brouillée avec mon fils, ai-je dit. Il est le bienvenu pour m'appeler. Il a laissé un message vocal il y a 3 semaines. Je l'ai entendu. Vous n'avez pas rappelé, a dit David. Non, ai-je admis. Je n'ai pas rappelé. Une pause. David a posé les dahlias sur la table basse, doucement, dans ce que j'ai reconnu comme un petit acte de chagrin. Brigitte a insisté. Qu'est-ce qu'il faudrait, a-t-elle dit, pour que vous envisagiez un arrangement différent, quelque chose de plus confortable pour tout le monde? Ce que vous me demandez, ai-je dit, c'est de partir. Nous vous demandons de penser à ce qui est le mieux à long terme, a-t-elle dit. À votre âge, être isolé de votre famille dans une maison qui est plus que ce dont vous avez besoin. À votre âge. C'était là. Le scalpel de velours. Je ne suis pas isolée, ai-je dit. J'ai dîné avec Carole Simon jeudi. Jean Ducoing m'a aidé à identifier mon érable le week-end dernier. Les enfants de Marie me saluent tous les matins quand elle les dépose à l'arrêt de bus. Je suis moins isolée ici que je ne l'étais dans votre chambre d'amis. La chaleur de Brigitte a baissé de plusieurs degrés. Marguerite? Elle s'est penchée très légèrement. Cette situation n'est pas bonne pour David, pour son stress, pour son travail, pour... Il y a des implications sanitaires à un conflit familial soutenu. Pour tout le monde, y compris vous. Je l'ai regardé,
J'ai laissé le silence durer 5 bonnes secondes, ce qui est long quand on est assis dans le salon de quelqu'un. Suggérez-vous que mon choix de résidence est un risque pour la santé, ai-je dit. Pour qui? Je suggère, a dit Brigitte. Chaque mot soigneusement maintenant. Que vivre ainsi, se surveiller de l'autre côté de la rue, ce n'est pas durable. Et quand les choses ne sont pas durables, elles finissent par s'effondrer d'une manière qui n'est bonne pour personne. David avait cessé de parler. Il regardait ses mains. J'ai une perspective différente, ai-je dit. Je pense que les choses sont tout à fait durables. J'ai une maison, je possède une entreprise qui fonctionne bien, des voisins dont je suis devenu proche, et une vue parfaitement dégagée sur la rue que je trouve agréable. Brigitte s'est levée. La chaleur était complètement partie maintenant. Vous êtes volontairement obstructive, a-t-elle dit, et puérile. Je suis une propriétaire, ai-je dit, ce que je suis depuis 37 ans. Nous trouverons quelque chose, a-t-elle dit. C'était une menace dans la structure d'une phrase. David s'est levé à récupérer les dahlias. C'était un geste automatique habituel, et cela m'en a dit plus que tout le reste de ce matin. Il ne s'attendait pas à les laisser ici. Il s'attendait à un résultat différent. À la porte, il s'est retourné. Maman, a-t-il dit, s'il te plaît. J'ai regardé mon fils, mon garçon, que j'aimais d'une manière non négociable. Tu es mon fils, et c'est permanent. Mais je ne ferai pas semblant que ce qui m'a été fait était un accident. C'était un plan. Brigitte l'a construit et tu y as consenti. Je sais. Il a dit, ce qui se passe ensuite entre nous dépendra entièrement de ta capacité à être honnête à ce sujet avec moi et avec toi-même. Pas selon le calendrier de Brigitte. Honnêtement. Il est resté silencieux longtemps. Puis, elle a été différente dernièrement depuis la réunion. C'est entre vous et elle, ai-je dit. Ce n'est pas mon chapitre. Il a hoché la tête. M'a remercié pour le thé, avec la politesse spécifique de quelqu'un qui retrouve un comportement longtemps hors d'atteinte et est retourné de l'autre côté de la rue. Ce qui a suivi est arrivé par bribes par Carole et Sandra. Brigitte a commencé à séparer leurs finances. En juin, un avocat de la famille dans le quartier de Confluence, pas un conseiller conjugal. L'entreprise de bougies qu'elle avait citée comme raison pour laquelle ma chambre était nécessaire avait généré environ 1 200 € l'année précédente. David m'a appelé en août et a demandé si nous pouvions dîner. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien de la rue Saint-Jean et avons parlé pendant 3 heures. Ce n'était pas confortable. C'était honnête, ce qui est une chose différente et plus durable. Il a payé l'addition, je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas considéré comme une victoire au sens habituel du terme. Gagner contre son propre fils n'est pas quelque chose qu'une mère célèbre, mais il y a un autre genre de victoire où l'on refuse d'être diminué, où l'on maintient le registre de ce qui est vrai, même lorsque les gens autour de vous insistent sur une version plus commode. Ce genre-là, je l'ai revendiqué complètement, sans excuse et sans compromis. 1 an suffit pour qu'une rue vous connaisse. En mai suivant, le 14 allée des Platanes était devenu une maison. Les gens le remarquaient non pas de manière ostentatoire, mais à la manière d'un endroit réellement occupé et entretenu. Le jardin de devant produisait des tulipes en avril, puis de la lavande le long de l'allée, puis le rosier grimpant de la bouture de Jean qui avait magnifiquement pris sur le treillis à côté du porche. J'avais installé un banc sous l'érable, et les bons matins, j'y prenais mon premier café avant de m'asseoir pour travailler. Mon entreprise avait prospéré. La perturbation de l'année précédente avait d'une manière oblique aiguisé ma concentration. Je m'étais étendue à l'enseignement aux petits revendeurs de succession. Comment construire leurs propres systèmes en ligne, ce qui a poussé mon revenu mensuel bien au-delà de son plafond précédent. J'ai embauché une assistante à temps partiel nommée Priscille, exceptionnellement organisée, travaillant à distance depuis Seattle. Carole et moi dînions tous les jeudis. Sandra était devenue une véritable amie. Humour sec
excellent pain au levain, vraie patience. Jean coordonnait les plantations saisonnières du quartier et m'a entraînée comme sa co-conspiratrice, ce qui me convenait profondément. Les enfants de Marie me saluaient toujours tous les matins depuis l'arrêt de bus. Ce n'était pas de petites choses. Le café du matin, les dîners du jeudi, les enfants à l'arrêt de bus. Ce sont la texture réelle d'une vie. J'avais reconstruit ce que j'avais vendu à Toulouse et construit quelque chose de mieux. Une maison choisie, une communauté qui me connaissait telle que j'étais. Quant à la maison d'en face, David et Brigitte se sont séparés en août. La fougère suspendue a jauni et personne ne l'a remplacée. Brigitte a déménagé dans le quartier de Confluence. L'entreprise de bougies ne l'a pas suivie. David est resté dans la maison de caractère et lui et moi dînions toutes les quelques semaines, tout au long de l'automne et de l'hiver. La relation de deux personnes qui s'étaient en fait du mal et qui avaient décidé que l'honnêteté valait plus que de faire semblant du contraire. Il a commencé à voir un thérapeute et me l'a dit directement. Pour son anniversaire, j'ai préparé le gâteau forêt noire qu'Henri avait toujours fait. Il en a mangé 2 parts et a eu l'air pour la première fois depuis longtemps de mon garçon. Il y avait des soirs où je m'asseyais sous l'érable à la dernière lumière et ressentais quelque chose que je ne peux décrire que comme de l'apaisement, pas du triomphe. Apaisé. J'avais 69 ans. Une maison entièrement payée. Une entreprise qui fonctionnait à merveille. Une rue pleine de gens qui connaissaient mon nom et un pothos à la fenêtre de la cuisine, avec 17 nouvelles feuilles. Henri, pensais-je parfois, regarder ce que ta femme prudente a construit. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez cette histoire, abonnez-vous et merci de m'avoir écouté, chers amis.